N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Assalamu alaikum, shalom, bonjour, merci à vous toutes et à vous tous. Vous qui êtes à l'écoute du Club de la Presse, vous êtes le bienvenu pour ce numéro qui s'anime en ce jour du vendredi 23 novembre 2018. Il sonne 11h, passé légèrement de quelques instants à Canal FM, également dans les studios des médias partenaires qui nous reprennent. La technique aujourd'hui, Kokou Michel Vitogbe Tomenga qui est à la console, pendant que Géraud Dakucha met l'émission en ligne. Nous voudrions tout simplement dire merci du fond du cœur à notre collaborateur et ami Fousseni Saïbou qui m'a supplié hier à l'antenne pendant que je participais à un atelier de sensibilisation qu'a organisé hier la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, une journée pour aller à l'école et pour revenir mieux vous servir. Et aujourd'hui, j'ai autour de moi déjà un confrère, un invité. Commençons par l'invité, Maître Raphaël Pandé Adjaré. Bonjour. Bonjour Sas, je salue les auditeurs et les auditrices de votre radio et en plus vos collègues. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir de temps en temps, vous qui êtes avocat, défenseur des droits humains, mais aussi et surtout en cette période, le deuxième porte-parole du Front citoyen Togo Debout, nous vous avons invité pour nous aider à bien comprendre les événements sociopolitiques qui se passent chez nous ici au jour le jour. C'est avec plaisir et tout le plaisir est pour nous. Je crois que on a répondu à l'appel, on ne peut pas se cacher et c'est un devoir pour nous. Merci. Alors à notre droite, le confrère et ami Olivier Adja de Harakiri et Afripresse. Bonjour Olivier. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous attendons également un confrère. Il nous a promis d'arriver, mais assurons-nous qu'il soit effectivement dans ce studio pour l'annoncer. Bien que nous eussions aimé qu'il fût là pour le premier sujet, Olivier Adja. L'information est rendue publique depuis le milieu de la semaine. Les journées portes ouvertes auxquelles nous habitue déjà le Conseil national de patrons de presse, eh bien la 5e édition des journées portes ouvertes sur la presse et la communication aura lieu bel et bien cette année. Ce sera du 27 au 30 novembre prochain avec une nouveauté qui retient notre attention. Olivier. Oui, la nouveauté, c'est simplement que ces journées portes ouvertes qui se déroulaient à Lomé exclusivement, vont désormais être délocalisées. Et pour cette année, la presse togolaise va se déplacer vers la ville de Sokodé. Et c'est cette ville donc qui va abriter la 5e édition des journées portes ouvertes. Et vous savez que la presse togolaise, elle est diverse, donc toutes les lignes éditoriales et tous les journalistes et même certaines émissions vont se dérouler depuis la ville de Sokodé. L'objectif de départ était que il fallait permettre aussi aux populations de l'intérieur du pays de se familiariser avec les médias togolais, de faire la connaissance des journalistes qu'ils écoutent et de temps à autre sur sur les ondes, et aussi permettre à ces populations-là d'avoir entre leurs mains nos publications, nos journaux. Donc ils auront la possibilité d'avoir jusqu'à 150 journaux qui sont publiés régulièrement au Togo
entre leurs mains parce que ça va être distribué, ça va être exposé dans la ville de Sokodé. Donc nous profitons de vos micros puisque vous êtes repris par certaines radios de l'intérieur notamment du Radio pays. Centrale FM à Sokodé. Absolument, nous profitons donc pour dire aux habitants, à la population de Sokodé que la presse togolaise arrive et qu'elle se prépare à l'accueillir et à communier avec elle durant 3 jours. Donc ça sera du 27 au 30 novembre prochain à l'hôtel central de Sokodé. Merci. Et comme vous le disiez tantôt et confirmé également par des journaux parus aujourd'hui, dans le Canard indépendant qui nous informe que diverses activités seront au programme de ces journées portes ouvertes qui se trouvent délocalisées cette année à Sokodé. Activités comme des émissions en live et naturellement le club de la presse s'annonce pour être de la partie. Les techniciens Géraud Dakoucha et Michel Tomenga commencent déjà par se préparer, mais il y aura également des tables rondes, des conférences et débats, des expositions de journaux. Il y aura même un éco-jogging citoyen, une campagne de dépistage du VIH-Sida et plusieurs autres maladies, notamment également les journalistes qui vont donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Et le thème autour duquel ces journées vont se dérouler, journalisme, nouveaux médias et liberté d'expression. Olivier? Oui, journalisme, nouveaux médias et liberté d'expression, c'est un thème d'actualité. Vous savez, le journalisme est au cœur des préoccupations aujourd'hui dans notre pays. Il faut savoir que ce sont les journalistes qui sont les porteurs donc d'informations vers le public. Comment ces journalistes doivent faire leur travail, comment ils doivent se comporter, quelles donc sont les règles qui encadrent donc leur travail. Voilà donc des questions qui seront développées, mais aussi les nouveaux médias. Vous savez, Internet aujourd'hui a pratiquement pris d'assaut nos maisons et nos téléphones. Et aujourd'hui, la première source d'information des populations, c'est d'abord les réseaux sociaux, c'est Internet. Maintenant, nous allons discuter de comment nous pouvons utiliser Internet pour avoir de bonnes informations, pour éviter des fake news, mais aussi nous allons former et informer les populations sur qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour utiliser cet outil formidable pour se faire même de l'argent, pour faire la promotion de leur activité et pour en fait faire développer leur localité. Voilà l'objectif, voilà donc les idées qui sont derrière cette initiative du CONAP. Merci. Donc cette activité, cette initiative Journée Porte Ouverte qui a commencé avec quelques difficultés mais qui est déjà à sa 5e édition et qui va se délocaliser cette année 2018 à Sokodé. Peut-être Maître Raphaël Pandé Adjaré que les JPO 2019 ou 2020 auraient lieu chez vous quelque part à Défalé. Oui, ce serait avec plaisir que la presse se rapproche des citoyens qui ont besoin de l'information. D'abord, il faut saluer ce milieu médiatique qui fait déjà beaucoup pour informer les citoyens. Et je crois que la délocalisation des journées portes ouvertes de la presse est une bonne chose parce que c'est vrai, à Lomé, les journaux sortent et dès le matin, lorsque vous allez dans les kiosques au bord de la route, vous avez les journaux, mais c'est pas le cas à l'intérieur. Et je crois que ces journées portes ouvertes permettront aux populations de l'intérieur du pays de savoir un peu ce qui se passe par rapport à l'actualité, mais aussi je crois que ce sont des rencontres qui permettront aux journalistes, aux responsables des médias de prendre des attaches, des contacts avec des personnes du milieu pour voir comment d'une manière ou d'une autre pouvoir véhiculer les informations sans pouvoir nécessairement que l'organe de publication soit de ce milieu, de cet endroit. Aujourd'hui, il y a les canaux, la technologie a évolué, il suffit vraiment de voir certains documents, certaines presses en ligne et s'organiser autour pour que l'information, au même
même moment qu'elle sort, elle est disponible à la capitale, soit disponible à l'intérieur du pays. Vous savez que l'information, c'est une denrée périssable. Elle est vraiment une denrée périssable, et lorsqu'elle n'est pas venue à point nommé, c'est une information qui permet aux citoyens de prendre des décisions. Lorsque vous n'avez pas d'information, vous ne pouvez pas décider. Et donc, si elle ne vient pas à point nommé, vous risquez de prendre la mauvaise décision. Et donc, pour avoir le même niveau d'information, il faut vraiment que ces journées portent ouvertes, et je le souhaite vivement, ça, que les prochaines fois, que ce soit dans les montagnes de Défalé, ce serait vraiment avec plaisir. Le CONAP prendra attache avec vous pour l'édition 2019 ou 2020, en tout cas prochainement. Et pour revenir à l'édition 2018, je puis vous confirmer que les discussions sont déjà engagées pour le club de la presse se délocalise à Sokolé dans le cadre des JPO, avec l'espoir vivement que le président du CONAP et le directeur général de Canal FM harmoniseront leur violon. En tout cas, nous serons très heureux, surtout que Michel Tomenga et Géraud Dakoutia auront l'occasion de connaître Sokolé. Voilà comment on peut joindre l'agréable à l'utile. Eh bien, ceci étant dit, Olivier Maître Pandé Adjaré, puisque le deuxième confrère n'est pas encore avec nous, nous allons redécouvrir cette semaine qui est encore une fois riche en événements sociopolitiques, avec beaucoup de choses qui tournent autour des élections législatives. Nous allons procéder encore palier par palier pour que vous nous aidiez à mieux comprendre ces parties. Chapitre numéro 1, bataille controversée autour des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Revue de presse avec le confrère Le Canard Indépendant, qui titre ce matin à la page 3 bataille à l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire qui fustige un coup de force en préparation. Avant d'aller plus loin, Maître Pandé Adjaré, c'était, je crois, le mardi, quand les membres de la commission des lois à l'Assemblée nationale ont été convoqués pour plancher sur les projets, enfin le projet de loi que le gouvernement a envoyé portant réforme constitutionnelle et institutionnelle. Il s'en est suivi ce que nous savons que trop, mais on retient pour l'essentiel que parce qu'il n'y avait pas d'accord entre les députés membres de la coalition et ceux d'UNI, les députés de l'opposition ont claqué la porte. Ils se sont retrouvés devant la presse hier pour s'expliquer abondamment. Mais Maître Pandé Adjaré, et c'est une tradition, est-ce que c'est séant que des députés désertent les bancs de l'Assemblée nationale pour se faire entendre par d'autres créneaux? Bon, j'avoue que je ne vais pas trop m'attarder sur cette question relativement au fait que les députés de l'opposition aient quitté l'Assemblée nationale. La question fondamentale peut-être, c'est de savoir les raisons qui les ont amenés à quitter l'Assemblée nationale pour ne pas continuer le débat avec leurs camarades de la majorité. J'estime, à mon point de vue, que la question des réformes qui continue par déchirer la vie sociopolitique togolaise, je crois que doit être réglée une fois pour de bon. Et en ce sens, je pense que si les acteurs politiques aiment vraiment ce pays, encore c'est le moment qu'ils nous le disent. Est-ce qu'ils prétendent conserver le pouvoir pour leurs intérêts, ou les gens veulent accéder au pouvoir aussi pour par des calculs politiciens? Pour moi, fondamentalement, ce qui est bon et ce qui devrait être fait, quand nous lisons un peu la feuille de route de la CEDEAO, les réformes d'une manière ou d'une autre doivent s'opérer de manière consensuelle. Et il est clair aujourd'hui que à l'Assemblée nationale, il est très difficile d'aller à l'Assemblée nationale et trouver le consensus. Ce qui serait donc bien de faire, c'est de trouver ce consensus avant de se transporter. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on vote. C'est le vote qui a lieu à l'Assemblée nationale. Avant les votes, ils discutent quand même. Ils peuvent discuter. Bon, maintenant, il y a un expert qui a fait un travail. Et je crois que
aujourd'hui, il y a une feuille de route et tous les éléments qui sont venus se greffer sur cette feuille de route, en réalité, c'est clair que ces éléments font partie intégrante de cette feuille de route. C'est la feuille de route qui a demandé de recruter un expert, c'est l'expert qui a rédigé un test. Je crois que d'une manière ou d'une autre, les Togolais discutent. Nous devons discuter entre nous. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le tissu social ou politique est tellement déchiré qu'on ne peut pas s'asseoir pour discuter. L'expert a produit un test. Avant que d'aller à l'Assemblée nationale, il me paraissait aussi séant et de bon sens qu'on se retrouve autour du travail que nous avons commandité, que la CEDEAO a commandé pour la résolution de cette crise, autour de ce document pour voir, ok, est-ce que ce document devient un projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que l'expert a intitulé son document proposition d'un avant-projet de loi. Alors, avant que ce document ne devienne projet de loi, l'expert a fait une proposition, les partis politiques, les acteurs de la crise devaient se retrouver pour se retrouver. Parce que UNI n'a pas la majorité des 4/5e. Pour faire une révision constitutionnelle. L'opposition non plus. Donc, si la révision constitutionnelle peut passer, il faut nécessairement la majorité qualifiée, et je crois que ça ne peut être obtenu que par consensus. Et donc, pour moi, en envoyant même ce projet de loi du gouvernement à l'Assemblée nationale sans avoir obtenu un consensus autour, alors qu'il y a un rapport de l'expert qui a été commandité par les facilitateurs de la CEDEAO, je crois que ça présageait déjà une certaine enfin, ça ne présentait pas des gages d'un aboutissement heureux des discussions qui pouvaient se faire à l'Assemblée nationale. Voilà un peu ma conception par rapport à ce point. Encore une fois, je ne vais pas me prononcer s'il est séant de quitter l'Assemblée nationale, mais moi la raison fondamentale, c'est de savoir est-ce qu'il y a des raisons qui motivent effectivement le fait que l'opposition parlementaire ait quitté. Merci Maître Pandé Adjaré. Juste rappeler que le gouvernement avait envoyé son projet de loi portant réforme constitutionnelle institutionnelle avant que le rapport de l'expert commis par la CEDEAO ne soit rendu public. Et à ce que nous avons appris, le seul document officiellement réceptionné par l'Assemblée nationale, c'était le projet de loi que le gouvernement lui a envoyé. Non, ça, oui. Il faut rectifier. Il faut rectifier, et cette information, on ne peut pas la mettre dans l'opinion comme ça. Le gouvernement savait la date à laquelle l'expert devait remettre son rapport. Le gouvernement devait d'une manière ou d'une autre attendre que la date impartie à l'expert, que le délai imparti à l'expert expire avant d'introduire son projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc, non, je crois, je crois que nous avons... Je prenais acte du fait que le gouvernement avait envoyé son projet de loi à l'Assemblée avant que le rapport de l'expert ne soit rendu public, et de nos contacts à l'Assemblée nationale, nous avons appris également que le document officiellement reçu par l'Assemblée du gouvernement, c'était le projet de loi. Nous allons y revenir. Merci beaucoup. Quand cela te tienne. Oui, Jean-Paul Agbo qui vient de nous rejoindre. Jean-Paul Agbo. Non, juste pour compléter ce que Maître Ferrer a dit, et sans préjudice de ce qu'il a développé avant, puisque je partage en grande partie ce qui a été développé, et dire que effectivement le document qui devait être transmis au gouvernement par l'expert est arrivé en retard par rapport au chronogramme initialement prévu, puisque le document devait être transmis au gouvernement le 15 octobre. Le 15 octobre. Alors que nous sommes aujourd'hui le 23 novembre. Ça a été transmis finalement en novembre. Ça aurait dû être transmis le 15 octobre. Merci. Mais c'est sans préjudice du développement qui a été fait. C'est une précision qu'il était important d'avoir. Merci. Revenons donc au titre de journaux sur ce problème. Nouvel Écho paru aujourd'hui en tire la conclusion que les réformes sont impossibles sous le régime RPT uni. Autre journal, c'est l'Alternative, également paru aujourd'hui, qui écrit coup de force à l'Assemblée nationale, le RPT uni dans la logique du chaos. Autre journal encore, Liberté, dans sa parution d'hier, écrivait texte final de la CEDEAO accepte, le pouvoir s'oppose. Déjà paru hier aussi, Chronique de la semaine écrivait
que l'opposition veut confier le pouvoir souverain du peuple à un expert étranger. Autre journal également paru, je crois, hier ou aujourd'hui, c'était hier, l'évêque de la nation nous disait pourquoi le gouvernement ne pouvait pas plaquer in extenso les propositions de l'expert. Et le Sorbonnat écrit lui aussi aujourd'hui, le Sorbonnat qui écrit blocage autour des réformes constitutionnelles à l'Assemblée nationale, la coalition des 14 est le véritable problème. Autre journal encore, Togo Matin, qui écrit lui que le document de l'expert de la CEDEAO n'a été fourni qu'à titre consultatif. À ce niveau-là, Togo Matin se réfère à Christophe Patoum Rekouchao, le président du groupe parlementaire uni, qui dit que le document de l'expert de la CEDEAO n'est qu'à titre consultatif. Et le libéral, lui aussi, écrit que le texte de l'expert Alioune Fall souffre de consensus. Olivier Adja, voilà les titres que les journaux parus aujourd'hui ont consacrés à ce problème. Oui, c'est dommage. Et le pauvre expert qui vient mettre ses pieds dans le marigot à crocodile du Togo, et voilà qu'il se fait manger de tous les côtés. Et je le plains, moi, parce qu'il a cru bon de faire un travail qui va aider notre pays donc à sortir de cette crise lancinante que nous connaissons. Et voilà que depuis quelques jours, son travail est au centre, ou bien est en train de raviver la crise donc togolaise. Et c'est comme ça, en fait. S'il est à l'écoute, qu'il comprenne que c'est comme ça, nous sommes au Togo, on n'arrive jamais à s'entendre, même sur l'essentiel. Et dans le fond, bon, chacun tire le drap de son côté. Et j'ai fait l'effort de comprendre tous les camps. L'opposition réunie au sein de la C14, en tout cas, a raison donc d'adopter l'attitude qu'elle adopte, parce que elle est de l'opposition et ce n'est pas encore un problème que de critiquer ce qui est fait par le pouvoir en place. Mais je crois que dans le fond, j'ai des réserves. J'ai des réserves parce que quand j'ai lu le communiqué de la C14 qui dit qu'elle accepte donc totalement la proposition de l'expert, et qu'elle, en tout cas, même si elle a des réserves, elle accepte ça en l'état d'abord, et que après la réalisation de ces réformes, elle se battra pour que la constitution originelle donc soit rétablie. Je crois qu'il y a matière donc à beaucoup et à analyse. Et d'abord, la première donc des choses qui me vient à l'esprit, mais est-ce qu'ils ont lu l'article 59 qui dit que la constitution, ou bien en tout cas cet article n'est pas susceptible de révision, parce que l'expert a cru bon donc de verrouiller l'article 59, si je ne me trompe pas. Mais aussi dans le fond, moi je ne suis pas un juriste, sous la réserve des constitutionnalistes, et c'est ça aussi le malheur de notre pays, c'est que nos intellectuels ne nous aident pas beaucoup, parce que c'est eux qui devraient normalement être en train aujourd'hui. Ces intellectuels-là, quand ils parlent, vous les passez au vitriol. Nous-mêmes, quand nous parlons, nous passons aussi au vitriol. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et donc, il faut avoir le courage quand même d'aider le peuple, parce que cet article, moi, j'ai lu des journaux de gauche à droite, et j'ai vu qu'il y a quelques soucis. Donc dans l'interprétation et même dans son application future. Peut-être nous allons revenir donc sur la question. Merci. Mais j'ai été étonné que des éminents professeurs et des juristes qui sont au niveau de la C14 n'ont pas pris le temps. Peut-être au Togo, parce que on a ces réflexes là que lorsqu'un camp dit non, l'autre immédiatement dit oui, et vice versa. Si bien que j'ai l'impression que les gens ne sont pas allés au fond donc des propositions. Pour pouvoir nous éclairer. Juste rappeler qu'il fut un moment, des intellectuels dont le professeur Kokoroko et d'autres personnes, ils se sont prononcés. Ils sont allés jusqu'à organiser un colloque international avec des éminences venues d'autres pays
pour éclairer. C'était même un forum scientifique sur la question des réformes constitutionnelles. Je vous épargne des traitements dont ils avaient fait l'objet. Revenons à l'actualité. Jean-Paul, je rappelle que vous avez fait des études de droit. Maître Pandi Adjaré, avocat, donc ici connaît en droit. Je voudrais compter sur vous pour que vous nous expliquiez comment les choses devraient se passer. Alors, pour ce qui s'est passé à l'Assemblée, je crois le mardi ou bien le mercredi, les députés de la commission des lois avaient été convoqués. Et le document reçu par l'Assemblée, c'était le projet de loi que le gouvernement avait envoyé. Et c'est sur les lieux que les députés membres de l'opposition ont demandé à travailler plutôt sur le rapport et l'avant-projet de proposition de loi soumis par l'expert de la CEDEAO en la matière. Si les députés sont convoqués sur un sujet précis, de quoi devrait-il discuter? Jean-Paul Agbo. Non, ce qui s'est passé à l'Assemblée par rapport à la question telle que tu la poses, en fait, il y a une dimension politique et une dimension effectivement juridique. La dimension politique, elle est que, Olivier l'a un peu relevé, on crée des débats ou des polémiques autour des situations qui ne devraient pas l'être. Mais ça participe aussi au débat public. En réalité, ce qu'il faut dire et de façon à éclairer l'opinion, c'est que il y a deux façons d'introduire une loi pour qu'elle soit adoptée par l'Assemblée. Soit ça vient du gouvernement, alors c'est un projet de loi, ou ça vient des députés eux-mêmes et c'est une proposition de loi. Donc ce qu'il faut dire, c'est que l'expert, le document de l'expert ou le document de la CEDEAO, puisque l'expert n'a été qu'un instrument de la CEDEAO, parce que la CEDEAO s'est approprié donc le document de la CEDEAO en l'état ne peut pas être directement transmis ou transposé à la commission des lois pour qu'elle le connaisse. Il faut qu'à un moment donné, ce document soit approprié par le gouvernement pour en faire un projet de loi, ou alors approprié par les députés pour en faire une proposition de loi. Donc on ne peut pas expliquer à l'opinion que directement on aurait pris ce document et puis on l'aurait déposé sur la table de la commission pour qu'il travaille. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est avoir un projet ou une proposition de loi et s'inspirer du rapport de l'expert pour l'enrichir. C'est-à-dire que le gouvernement, et là on est sur peut-être une question politique, puisque la C14 estime que le gouvernement aurait dû, et Raphaël Maître Pandi Adjaré aussi en a parlé tout à l'heure, le gouvernement aurait dû attendre le rapport de la CEDEAO avant d'envoyer son projet de loi. Donc là c'est la dimension politique, mais le document tel qu'envoyé par le gouvernement, qui ne prend pas en compte puisqu'il a été envoyé avant, qui ne prend pas en compte le rapport de la CEDEAO, aurait pu être enrichi, il aurait pu avoir des contributions en commission de loi par rapport au document de l'expert. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Vous essayez. D'accord. Donc, le document de la CEDEAO ne peut pas être directement en l'état comme ça, déposé pour étude devant la commission de loi. Il faut nécessairement que ça passe sous la transformation, ou je ne sais pas quel terme. Soit c'est le gouvernement qui se l'approprie et le formule en projet de loi, ou bien les députés de l'opposition prennent ce document. Pas forcément de l'opposition, les députés. Les députés, oui. Ok. Le formule sous forme de proposition de loi avant que ça n'aille pour les à la débats. commission. Alors, maintenant, il faut compléter ça en disant que, mais comme ça n'a pas été fait, qu'il y a un projet de loi qui a été envoyé par le gouvernement, le document de l'expert aurait pu être comme simple document, comme toi et moi, on peut envoyer des documents à des députés pour dire, bon, vous êtes en train de discuter d'un sujet, voilà, l'association, le Conseil national des patrons de presse pense que sur ce sujet, vous pouvez faire ça. Donc on peut envoyer, qui peut servir à enrichir le débat au sein de la commission. Mais ça ne peut pas être le document de base sur lequel la commission
travail en vue de sa transmission. Serait un document de travail que les députés pourraient exploiter pour enrichir le texte qui leur est soumis. Maître Pandia Djaré, en droit, vous parlez d'une hiérarchie des normes. Comme c'est un travail demandé par la CEDEAO, est-ce que ce document aurait pu être parachuté directement à l'Assemblée nationale ou bien suivre le double parcours que Jean-Paul a décrit tantôt? Je souscris au développement de Jean-Paul relativement à la manière dont l'Assemblée nationale devait être saisie par rapport à la révision constitutionnelle. Le principe, c'est qu'il y a deux procédures, soit une proposition de loi, soit pas projet de loi. Ça, c'est le principe. Je ne vais pas dire qu'il y a des dérogations, il n'y en a pas. Mais je vais faire observer que nous sommes au fait en crise. Et Jean-Paul Agbo a dit dans son analyse que le problème revêt un aspect politique et un aspect juridique. Et n'oublions pas totalement l'aspect politique. On ne doit même pas oublier. Tout à fait, tout à fait. Et donc, je reste éclairé et édifié que l'ESPER a été commis pour faire une proposition parce que depuis 2005 jusqu'à présent, les acteurs politiques ne s'entendent pas sur un texte. Des textes ont été envoyés à l'Assemblée nationale et ont fait l'objet de rejet, aussi bien par la majorité que par l'opposition. Donc ça voudrait dire que les acteurs n'arrivent pas à s'entendre sur un texte. C'est le principe. C'est pourquoi on a commis un expert. Et un expert, c'est quelqu'un qui s'y connaît, comme on le dit. Donc, alors, quand on va me dire peut-être qu'en politique il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de la morale, je vais objecter parce que qu'est-ce qui coûterait alors à chacun des protagonistes d'attendre, parce que est-il dit que l'expert a été recruté, on sait qu'il va fournir, il va produire son rapport. Qu'est-ce qui coûterait à chaque protagoniste et donc à la majorité, au gouvernement, d'attendre le rapport de l'expert? Oui, mais et le gouvernement relevait que l'expert a accusé du retard. Pas de problème. Le chronogramme est assez serré. Non, ça. Oui. Je crois que ce chronogramme n'est pas au-dessus de la Constitution. Le chronogramme n'est pas au-dessus de la Constitution. Et donc, je crois que le gouvernement sait aussi qu'il n'a pas une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale et il ne peut pas faire passer une révision constitutionnelle par le cadre de l'Assemblée nationale en envoyant sa proposition de loi. C'est qu'il aura besoin du quitus ou bien du vote de forcément. Et donc, je crois, à mon sens, que il se pose une question de bonne foi. Une question de bonne foi. Parce que il ne sert à rien d'envoyer une proposition de loi, parce que je crois un projet de loi, parce que ce projet de loi avait déjà atterri sur le bureau de l'Assemblée nationale une fois en septembre. Et voilà, en septembre, et n'a pas reçu l'aval des députés de l'opposition. Et donc le gouvernement savait qu'en envoyant ce projet de loi, il serait, enfin, il ne va pas recevoir l'aval des députés de l'opposition. Pour moi donc, nous sommes en train de résoudre une crise. Et à la faveur de cette analyse, moi j'aurais préféré, et ce qui serait bien même indiqué, que le gouvernement attende le rapport de l'expert, et que le rapport de l'expert vienne, et qu'on discute autour du rapport de l'expert. Et le président du groupe parlementaire dit que le rapport de l'expert est fourni à titre consultatif. J'avoue que c'est compliqué. Et si c'est comme ça, nos acteurs politiques raisonnent, j'avoue que nous ne sortirons jamais de cette crise de la manière la plus pacifique. Ça, il faut le dire. Si on dit aujourd'hui que le rapport de l'expert, que vous avez recruté, que des années vous êtes passés sans vous entendre, que vous ayez recours à la CEDEAO, qui viennent recruter sur la base de sa feuille de route un expert, qui viennent à faire un test, et que vous dites que c'est un rapport qui est fourni à titre consultatif. Mais si le rapport de l'expert est fourni à titre consultatif, pourquoi la date du 20 décembre ne serait-il pas à titre indicatif? Vous voyez un peu? On n'est vraiment pas sorti de cette crise. Et c'est moi, ça, j'en appelle vraiment une fois encore à l'humain qui peut rester en des êtres humains. Merci. Alors, rappelons que déjà dans la feuille de route datée du 31 juillet, la CEDEAO souhaitait que ces réformes-là soient adoptées de préférence à l'Assemblée. Au plus tard le 30 novembre.
d'abord que les réformes soient adoptées de préférence à l'Assemblée nationale au plus tard le 30 novembre. Or, nous sommes aujourd'hui au 30 novembre. 23. Au 30 novembre, moins 7 jours. Okay. Alors, avec le scénario du milieu de semaine, Jean-Paul, est-ce qu'on peut être optimiste que les députés retournent à l'Assemblée, unir opposition confondue pour s'entendre sur ces réformes? Ils ont une semaine. On est le 23, ils ont une semaine. Je pense qu'ils sont reconvoqués aujourd'hui. En principe. Oui. Mais on sait ce qui arrive. Et puis, en tout état de cause, je crois que la CEDEAO a anticipé l'échec des discussions à l'Assemblée en donnant la possibilité de faire adopter les réformes par référendum. Donc c'est une possibilité aussi qui est ouverte. Et effectivement, par rapport à ce que Maître Pandé Adjari dit, le gouvernement aurait pu attendre que la CEDEAO lui communique le rapport de l'expert. Oui, sans doute. Mais en même temps, peut-être que si le gouvernement avait attendu, on aurait accusé peut-être le gouvernement de retard, d'organiser un retard. Bon, ça c'est la dimension politique. Et sur la question du caractère consultatif, impératif, ou je ne sais pas comment le qualifier, du rapport de l'expert, je pense que sur cette question, il faut se référer au TDR, au terme de référence de l'expert. Et ces termes de référence, essentiellement, ont été définis par la feuille de route de la CEDEAO et porte sur Jean-Paul, la CEDEAO a rappelé ces TDR-là dans son communiqué daté du 18 novembre. Exactement. Et il y a 3 éléments essentiels. C'est la limitation du mandat présidentiel qui doit de toute façon figurer dans la proposition de l'expert, l'élection à 2 tours du président de la République qui doit figurer, et la composition de la Cour constitutionnelle. Ça, pour ma part, je considère que c'est des éléments impératifs. Pour le reste, puisque le TDR précise que une fois que ces éléments figurent, il faut une cohérence du test. Mais quand on parle de cohérence là, on peut avoir dans le test, en dehors de ces 3 éléments, justement des éléments sur lesquels il peut y avoir débat. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, que je crois que dans la première version qui a été faite, l'expert propose, par exemple, pour la composition de la Cour constitutionnelle, que les organisations de femmes désignent une représentante, ça peut faire l'objet de débat. On ne peut pas considérer que c'est impératif, puisque de toute façon, à la fin, lui-même l'a retiré. Donc, il y a des éléments qui peuvent être objets de débat. Lorsque l'expert propose que pour être élu président de la République, au premier tour, il faut que la moitié des inscrits ait participé à l'élection. Et la moitié des inscrits se soit exprimés. Mais ça peut prêter là aussi à débat, puisque dans beaucoup de pays, personnellement, j'en connais pas, peut-être Maître Pandé Adjari en connaît, mais j'en connais pas de pays où il y a cette exigence. Même chez lui au Sénégal, ça n'existe pas. Donc ça peut faire partie des discussions à l'Assemblée. C'est pour ça qu'il était important que des discussions aient lieu à l'Assemblée nationale. Donc il y a des choses qui sont ouvertes, et puis il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter ou revenir parce que c'est des indications du sommet des chefs d'État. Sur la question, par exemple, d'une disposition qui dit que on ne peut pas proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. Il peut y avoir des pour, il peut y avoir des contre. D'autant plus que dans sa proposition, l'expert ne prévoit pas, en cas de difficulté à organiser les élections dans les délais constitutionnels, si le président ne peut pas proroger, qu'est-ce qui se passe? Ça, il ne le dit pas dans sa proposition. Donc, la cohérence ou l'équilibre du test tel qu'il a été demandé même par les chefs d'État peut être remis en cause. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait débat à l'Assemblée nationale, sans préjudice des 3 éléments essentiels, des 3 indications essentielles données par les chefs d'État: la limitation de mandat, l'élection à 2 tours et la recomposition de la Cour constitutionnelle. Merci. On en est là. Je rappelle que la CEDEAO a vivement souhaité que les réformes soient faites au plus tard le 30 novembre. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 23
ce qui fait 30 novembre moins 7 jours, avec le blocage que nous avons à l'Assemblée nationale. Entre-temps, la CENI elle-même s'était autosaisie pour annoncer un référendum, mais la CENI est la première à ne plus en parler. Olivier Adja, quand les évêques en cette semaine ont encore sorti un communiqué pour dire, citation, que la tenue des élections sans les réformes qui s'imposent ne résoudra pas le problème togolais, mais ne fera qu'exacerber les tensions et les violences. Est-ce qu'il est permis d'être raisonnablement optimiste que nous aurons les réformes à l'Assemblée ou par référendum avant d'aller aux élections législatives le 20 décembre? Non, je crois que on est tous d'accord que l'Église fait partie donc de la société et est interpellée lorsque les questions donc se posent à notre société. L'Église doit montrer la voie. Mais au même moment, cette déclaration, moi, elle me semble péremptoire, étant donné que rien ne prouve qu'on n'aura pas les réformes avant les élections prochaines. C'est d'ailleurs le débat aujourd'hui, ça poursuit les tests qui iront à ces réformes. Donc j'estime que les deux camps se sont engagés à réaliser les réformes avant les élections législatives. Il y a aussi la CEDEAO qui est venue à notre secours, qui a aussi imposé les réformes avant le 30 novembre. Et ensuite, il y a le gouvernement qui s'est engagé donc à réaliser ces réformes à travers les sorties de certains de ses ministres comme le ministre Gilbert Barra. Donc, moi, je suis optimiste et je crois que ces réformes vont se réaliser avant les législatives. Maintenant, comment? Quelle nature, c'est quelle sorte de réformes nous aurons? C'est là où se trouve le problème. Et j'estime que nous sommes en train, en réalité, de sauter les étapes. Parce que la procédure, et il y a Maître Pandia Diaré qui est là, la procédure est aussi importante que tout. C'est-à-dire, par quelle procédure nous allons arriver à ces réformes? Parce que ces réformes engagent tous les Togolais, même ceux qui ne sont pas à la C14, parce que demain, elles s'appliqueront à tous les Togolais. C'est comme les élections. En réalité, ce n'est pas la C14 et l'UNI seulement qui iront à ces élections. Mais ces élections engagent aussi les partis extra-parlementaires. Ces élections engagent aussi les Togolais qui vont se déclarer en tant que candidats indépendants. C'est pourquoi, moi, j'estime que quand on parle des élections, il ne faut pas seulement limiter le débat à ces deux entités. Maintenant, je vais terminer en disant que mon confrère Jean-Paul a soulevé une question que j'avais voulu attaquer. C'est d'abord les propositions même de l'expert. L'expert dit que voilà, le président et la Constitution plutôt n'est pas susceptible de l'article 59 n'est pas susceptible de révision. Et moi, ça m'a étonné parce qu'il y a des cas de force majeure où on est obligé soit de réviser l'article ou le président qui est là est obligé de proroger. Je prends le cas d'autres pays comme la Syrie, comme des pays où il y a un cas de force majeure, on ne peut pas organiser des élections. Ou bien il y a aussi la RDC où nous assistons à des glissements. Oui, donc à des prolongations organisés. Il y a le cas Gbagbo qui a fait le cas ivoirien. Le cas ivoirien, bon, c'est selon. Le cas ivoirien sous Gbagbo. Oui, mais voilà donc des cas de force majeure où peut-être qu'on sera obligé de dépasser le délai du président de la République qui est en fonction. Donc au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui m'a semblé un peu bizarre, c'est qu'il a mis donc cette question du fait que voilà le président de la République qui est aujourd'hui donc et ne peut proroger. Voilà, donc j'ai même attaqué déjà cette question-là en disant que vraiment c'est c'est un jugement de valeur par anticipation, tout simplement parce que on dit qu'au Togo c'est comme quelqu'un a envie de proroger ad vitam aeternam un procès d'intention. Vous savez, volontairement, j'ai pas souhaité qu'on entre dans le fond des propositions, puisqu'on ne s'en sortirait pas, n'étant pas des experts en matière de droit. Bon, donc on s'en tient comme ça à l'informe. Le constat est fait qu'aujourd'hui nous sommes le 23 novembre et que nous avons tous les mots de la terre pour aller aux réformes. Est-ce que nous aurons la lumière pour faire les réformes à l'Assemblée ou bien par référendum avant le 20 décembre? That is the question. Oui, mais ça, vous m'excusez, c'est ce que moi je reproche à mes amis de la C14, avec tout le respect que je leur dois d'ailleurs, c'est que
demain, on risque d'avoir des problèmes. Tout simplement parce qu'on n'a pas anticipé un certain nombre de choses. Et ce sont eux qui devraient nous aider à anticiper ces cas de figure où le président est là, où le président qui doit être élu. Nos amis de la coalition ou bien du gouvernement, nous les interpellons sans cesse, mais est-ce qu'ils nous écoutent ou ne nous écoutent pas? Je ne sais pas. Je voudrais justement leur rappeler la pensée du jour que j'ai oubliée. C'est Paulo Coelho qui nous enseigne que toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. Alors toutes les batailles que nous livrons, notamment toutes les batailles que la coalition livre et perd depuis 1991, est-ce qu'on en tire des leçons? Toutes les batailles que le pouvoir gagne au forceps ou bien facilement, est-ce que tout cela nous enseigne quelque chose? Nous renvoyons chacun au jugement, au tribunal de sa conscience. Mais je voudrais que Maître Pandé, si on peut évoluer maintenant sur le 20 décembre, si les élections tiendront ou ne tiendront pas. Oui, avant d'arriver à cette question, permets-moi de relever quelque chose par rapport au fait que l'expert insère en bas de l'article 59 que cette disposition n'est pas susceptible de révision. Je crois qu'il ne faut pas voir seulement la question par rapport à une personne qui est là, qui ne veut pas partir. Mais en réalité, c'est une innovation majeure. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez l'article 144 de notre Constitution, l'article 144 de notre Constitution dit que la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet de révision. Ça voudrait dire que l'article 59 aujourd'hui est érigé en une sorte de forme républicaine. C'est-à-dire que c'est une innovation majeure et capitale, vitale même pour la démocratie. Donc moi je crois que voilà. Donc moi je crois que il a été très parce que quand vous regardez dans les TDR, Jean-Paul en a cité, mais les TDR lui demandent de s'assurer que le projet de constitution répond aux normes régionales et internationales. Donc ça fait partie de cette TDR. Donc ils doivent un peu par rapport à ce que l'international dit avant de pouvoir faire son travail. Merci. Vous savez, aujourd'hui, il y a un débat qui a eu lieu en RDC. Je vais terminer. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai souhaité je termine. Au fond, je termine. Oui, Jean-Paul a dit que la CEDEAO a anticipé en disant que lorsque la réforme, par exemple, échoue à l'Assemblée nationale, il faut aller au référendum. Mais, vous voyez, aujourd'hui, avec quel test, d'abord, si je prends le problème comme ça, avec quel test on va aller au référendum? Maintenant, si on arrive à avoir le test, on va aller au référendum avec quel fichier électoral? On va au référendum avec quel CENI? On va au référendum avec quel cour constitutionnel? C'est pourquoi vous suivez bien l'analyse de Olivier Adja, vous allez constater en réalité qu'il y a quelque chose qui revient. C'est-à-dire que... Et ça c'est la crise. et cette crise, pour la juguler, on ne doit pas aller de manière précipitée. Et c'est pourquoi... je crois la société civile le propose, et certains le proposent, que pour bien résoudre la crise togolaise, on ne peut pas avoir un autre schéma que de passer par la transition. Et Monsieur Sass, en 2015, si vous vous rappelez, dans ce studio, je vous ai dit que l'élection présidentielle de 2015 ne constituera pas la solution à la crise togolaise. Ça fait 3 ans après. Vous avez vu la sortie des évêques. Les évêques on dit que sans les réformes, les élections législatives du 20 décembre ne vont pas résoudre le problème togolais. Ça, c'est tellement clair que nous risquerions encore de connaître demain qu'on aimerait volontiers oublier. Pour moi, c'est tellement clair que, au fait, peut-être que la CEDEAO aurait fait une mauvaise appréciation de la crise togolaise. Encore une fois, on ne pouvait pas prescrire les élections pour des gens qui sont sortis pour les réformes. Donc moi, je crois que il faut prendre le temps. Tout porte à croire que le 20 décembre, de toute façon, le 20 décembre est fixé. Et toute cette bataille-là autour. Je vous donne ma conception là. Depuis que vous m'avez posé la question si les élections auront lieu le 20 décembre, j'ai écouté une candidate ce matin sur une chaîne. Une candidate du PDP. Ce matin sur les chaînes, les antennes de Victoire FM. Une candidate qui participe aux législatives de
du 20 décembre 2018, mais qu'il ne sait pas si cette date sera maintenue ou repoussée. Ça, je ne sais pas si ça. Candidate à titre conservatoire. Mais ça ne vous dit rien. Et au jour d'aujourd'hui, vous n'avez même pas le fichier électoral. Le corps électoral est convoqué et vous n'avez même pas ce corps électoral. Ça ne vous dit rien? Moi, je crois que, franchement, quand vous voyez un peu le texte de la conférence des évêques, la conférence des évêques en a interpellé au fonctionnement de nos institutions qui font parfois que nous sommes devenus un peu ridicules. Merci, par rapport aux institutions de la sous-région. Non, moi, je crois que... Vous avez évoqué par 2-3 fois le corps électoral. Fortuitement ou pas, le confrère Vox Populi écrit aujourd'hui que autour de 3 41 000 Togolais se sont fait enrôler lors du recensement, et Vox Populi dit citer le ministre Payadoa Boukpessi, et avec ce chiffre, le ministre dit que malgré l'appel au boycott du recensement lancé par l'opposition, la coalition, 3 41 000 Togolais se sont fait enrôler. Mais Vox Populi précise que ce chiffre est sorti directement des centres de recensement et n'est pas encore audité. Au moins cela pourra vous donner quand même une idée de ce que sera ou serait le fichier électoral. Maintenant, pour la date du 20 décembre, le confrère Le Sorbonnard écrit convocation du corps électoral, prorogation du recensement et appel à candidature, élection du 20 décembre prochain, ça tient. Jean-Paul Agbo-Akolete. Oui, juste avant de... Sur le 20 décembre. Oui, sur le 20, mais juste un mot. Non, je pense que sur la proposition de l'ESPER, les uns et les autres peuvent se retrouver sur l'essentiel. Même sur la question de... Si un minimum de volonté... Sur la question de la non-possibilité de réviser l'article 59, je pense qu'ils peuvent se retrouver là-dessus. Il peut y avoir des débats sur certains sujets que j'ai évoqués, mais sur l'essentiel, je ne pense pas que ça puisse bloquer si les uns et les autres sont de bonne foi, encore une fois. Et sur le 20, je ne sais pas, je suis pas devin, je ne sais pas si ça tiendra, je ne suis pas candidat, mais à l'allure où vont les choses, je pense que ça tiendra. Et bon, je suis pas d'accord avec Maître Kwande Adjaré qui dit que ça va pas résoudre la crise. Je ne dis pas que ça va résoudre la crise, mais je dis que les élections en fait ne sont pas organisées pour résoudre une crise. Sinon, même la transition, on a connu une transition dans ce pays, ça n'a jamais réglé la crise togolaise. Il y a eu une transition dirigée par Maître Kofigo. Donc les élections ne sont pas organisées pour résoudre une crise. En fait, les élections sont organisées à intervalles réguliers selon un calendrier républicain. Tous les 5 ans, un président est élu. Tous les 5 ans, des députés sont élus ou virés. Donc, ça, c'est l'agenda républicain. Entre deux élections, il peut y avoir des crises ou des crises, j'allais dire, sempiternelles, des crises chroniques en réalité. Et cette crise porte sur un certain nombre de choses. La dernière, née en août 2017, porte sur les réformes. Maintenant, on semble les réformes constitutionnelles, la limitation, enfin, que j'en sache, c'est limitation de mandat et vote de la diaspora, élection à 2 tours, retour à la constitution de 92, etc. Mais c'est sans préjudice sur l'organisation des élections. C'est ce que la CEDEAO a rappelé. Je pense que l'Union européenne a rappelé. Donc, que les élections, ce n'est qu'une exigence du calendrier républicain. Maintenant, on peut débattre. De savoir prévenir et régler les problèmes. Oui, les problèmes, il y en a régulièrement, même. Merci, on est à quelques. Non, je voudrais en finir en disant en réalité, la question des élections qui sont organisées de façon, les évêques l'ont dit, je pense que de façon très partiale, mais on ne peut pas obliger les gens qui ne veulent pas y participer. C'est-à-dire que, est-ce que les élections sont organisées de façon unilatérale? Est-ce que les élections sont organisées en excluant certains? Non. Certains ont décidé, de façon délibérée, de ne pas s'y associer. Je vous rappelle que le processus électoral a commencé depuis 2017. En fait, ça ne date pas de la feuille de route. Depuis 2017, les gens ont été invités à intégrer la CENI. Ils ont refusé parce qu'ils étaient dans une démarche. Légitime ou pas légitime, c'est pas ça le sujet. Ils étaient dans une démarche qui consistait à renverser les institutions et à organiser une transition, etc. Maintenant, ça n'a pas pu se faire.
aujourd'hui, ils sont pris par le temps, ils peuvent plus, pour les positions antérieures prises, s'engager dans un processus parce que ils vont être ridiculisés et puis ils seront pas cohérents et leurs militants risquent de les lapider. Donc, ils peuvent pas s'inscrire dans ce processus parce que ils ne se sont pas pourvus pour y participer. Donc, est-ce que c'est bon pour notre pays? Personnellement, j'aurais voulu que la compétition soit ouverte et qu'on ait une assemblée plurielle, diverse, comme on l'a eu ces 5 dernières années. Mais si certains ne veulent pas y participer, on ne peut pas les obliger. Merci. Eh bien, Maître Kandé Adjaré se demandait tantôt quel CENI organisera ou organiserait les élections. Maître, je vous apprends que la CENI se trouve actuellement en conférence de presse. Malheureusement, nous n'avons pas le don d'ubiquité, sinon nous aurions aimé être à la fois au studio ici et écouter ce que nous disent les membres de la CENI. Pour vous dire, maître, qu'il y a une CENI qui existe au Togo en ce jour d'aujourd'hui, du 23 novembre 2018. Oui, vous savez, sur cette question de la CENI, moi je crois que tout Togolais bien avisé sait que au regard des dispositions de des articles 12 et 14, 15 du code électoral, cette CENI n'existe pas. Parce que moi je n'établis pas une corrélation entre l'existence d'une structure pour qu'un quorum soit atteint, pour que cette structure puisse valablement siéger. Je ne fais pas de corrélation. C'est deux notions bien différentes. Ensuite, quand j'ai entendu Jean-Paul Agbo développer, j'avoue que aujourd'hui, il y a le ministre Bawala qui dit, il a souvent l'habitude de dire à chacun son troupeau et les vaches seront bien gardées. Donc chacun essaie de prêcher pour sa chapelle. Et je crois que non. Mais on vous a entendu parler, Monsieur Jean-Paul Agbo. On convoque les citoyens pour un corps électoral. La loi électorale dit que après le recensement, après l'enrôlement, on affiche les listes provisoires pour ouvrir le contentieux électoral. Mais est-ce que le contentieux électoral a été ouvert? Non, mais je sais quand même. Non. Oui, mais vous dites quand même que. Il faut me prendre sur ce que j'ai développé. Donc, et non moi, ce que j'ai pas développé. Le contentieux électoral n'a pas été ouvert avant qu'il ne soit fermé. On ne connaît vraiment pas le corps électoral. Un expert de la CEDEAO a été commis pour auditer le fichier électoral. Nous n'avons pas le rapport de cet expert. Et voilà les conditions dans lesquelles on veut aller aux élections. Merci. C'est vrai que et puis, nous aurions aimé des conditions beaucoup plus inclusives, beaucoup plus pertinentes, mais ce n'est pas ce que nous savons que ce n'est pas beaucoup plus. La faute aux acteurs politiques qui n'arrivent pas à se retrouver pour régler les problèmes qui nous imposent à nous autres citoyens. Oui, Sas. Oui. Je termine. Terminé. Et ça, Jean-Paul Agbo dit, par exemple, que les élections n'étaient pas pour résoudre la crise togolaise. Mais quand j'entends ces affirmations, je crois quand même que c'est un peu dommage parce que moi je le considère comme un leader d'opinion. S'il dit aujourd'hui que les élections ne sont pas destinées pour résoudre la crise togolaise et que cette crise est née parce qu'il y a eu des réformes, il a cité les réformes institutionnelles et constitutionnelles, mais il oublie qu'il y a les réformes électorales. Alors pourquoi alors on n'arrive pas à s'entendre pour organiser des élections qui puissent respecter au minimum les normes standards internationales? Donc je pense que affirmer aujourd'hui, actuellement le Sénégal organise au cours du premier trimestre 2019 des élections présidentielles. Il y a un débat sur le cadre électoral. C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas d'élection. Non, mais affirmer aujourd'hui que les élections ne vont pas régler la crise, je crois que c'est un échappatoire. C'est un échappatoire que vous essayez de trouver. Votre débat m'intéresse, mais nous ne sommes pas dans un amphithéâtre. Revenons donc à l'actualité. Maître Akpane Adjenata nous dit dans quel pays on a organisé des élections et puis la crise a été résolue. En Côte d'Ivoire, on avait un pays divisé en deux tenues. Chacun par des groupes armés, enfin tenu un président et des groupes armés, mais ils sont allés aux élections. Les élections, est-ce que les élections ont résolu le problème? Il a fallu une action militaire pour régler le problème. Je reviens aux ingrédients qui se mettent en place, qui nous font croire que nous irons aux élections législatives le 20 décembre prochain. Au nom de cela, il y a cette rencontre que la force sécurité FOS 2018 a eu
cette semaine avec la presse, avec les organisations de la société civile également. Un atelier a eu lieu à Ngotien. J'ai suivi également le ministre Yak présider une cérémonie similaire à Kara pour le Nord. Olivier, je ne sais pas si vous étiez à Ngotien, mais autre ingrédient, c'est la HAC qui a rencontré les représentants des partis aux candidats indépendants ayant déposé leur liste pour les élections législatives. Aujourd'hui même, la HAC et les organisations de presse devront signer un code de conduite pour les journalistes. De bonne conduite. Un code de bonne conduite. C'est pour dire qu'Olivier, vieux constater, des ingrédients se mettent en place et tout porte à croire que les Togolais seront convoqués aux urnes le 20 septembre. Le 20 décembre. Ils sont déjà convoqués. Ok. Eh bien, un clé d'œil à nos annonceurs. Merci. Dernière partie de cette émission. Nous allons ouvrir l'émission sur, comme nous le savons le faire, le week-end. Il y a cette semaine un certain nombre d'activités qui nous invitent à aller chanter, à aller danser, à aller nous déstresser. À ce propos, nous accueillons un invité, et lequel King Messan, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Mais nous venons à vous encore le temps que vous nous supportiez dans nos débats politiques pendant une dizaine de minutes. Eh bien, les Togolais sont convoqués aux urnes le 20 décembre prochain. Et nous le disions également, le lundi 19 dernier, c'était la date de clôture de dépôt des candidatures. Et Olivier Adja, votre journal Arakiri, dans votre parution de mercredi, vous écriviez que des partis politiques ont déposé leur liste, dont UNI, mais d'autres aussi, Olivier. Oui, on a précisé d'autres de l'opposition. Ok, je vous cite. Élection législative du 20 décembre 2018, des partis de l'opposition ont déposé leur candidature. 3 points de suspension, unir aussi. Voilà. Bon, il faut dire que vous l'avez relevé, c'est-à-dire il y a les ingrédients ou du moins tout est actuellement mis en œuvre et en place pour que nous allions à ces élections. Et parce que, entre autres, la CEDEAO a fixé la tenue de ces élections au 20 décembre. Et jusqu'à preuve du contraire, si les acteurs politiques ne s'entendent pas pour repousser, je crois que ces élections vont finalement avoir lieu le 20 décembre. Donc, ces acteurs politiques, normalement, moi j'estime que ce sont notre réel problème au Togo. Parce que tout ce qu'ils font, ils font l'effort pour ne jamais s'entendre. Ouais, Olivier, on s'en tient aux partis qui ont déposé. Absolument, je sais, je vais revenir, mais il faut appeler les acteurs politiques. Parce que vous voyez, il y a un camp qui dit non, qu'il faut repousser les élections, et il y a un camp qui dit qu'il faut aller. Mais qu'est-ce qui leur coûte de se réunir et de se rapprocher pour dire bon, voilà les arguments que j'ai et je demande à ce qu'on repousse, et voilà les arguments que j'ai pour que je demande que ça ait lieu à cette date. On n'arrive pas à le faire. La CENI organise les élections. Il y a une CENI, même si on n'est pas d'accord sur sa composition ni sa légitimité, il y a une CENI. Il y a en même temps la HAC qui joue sa partition. Il y a d'autres institutions de l'État ou du moins du pays qui jouent leur institution leur partition. Donc il faut quand même remarquer que tout est mis en œuvre pour aller à ces élections. Nous avons appris que les listes ont été déjà déposées. La période de dépôt a été clôturée depuis le 19 novembre dernier. Donc, les informations, c'est que les partis comme le NET ont fait acte de candidature. Les partis comme le MPDD, c'est l'ancêtre la fille de Obu, donc a fait acte de candidature. D'autres partis encore qui se réclament de l'opposition comme Clé et ont fait acte de candidature. Le PDP, je crois, aussi a fait acte de candidature. Ces partis-là aussi
se revendiquent de l'opposition. Notamment l'UFC. Voilà. L'UFC, voilà. Donc, se revendiquent de l'opposition. Donc, il faut comprendre que si ces élections avaient lieu le 20 décembre, l'opposition serait représentée, même si ce n'est pas celle qui est réunie au sein de la C14. Donc, des partis ont déposé leur dossier de candidature au plus tard le lundi dernier, mais vous relevez que des rangs de la coalition, même le MCD de Maître Kassona, que d'aucuns présentaient comme maillon faible, finalement aucun parti de la coalition, à votre connaissance du moins, n'a déposé de dossier de candidature. Oui, c'est ça aussi. Vous savez, nous faisons trop de procès d'intention dans ce pays. Le MCD avait voulu exprimer aussi son point de vue sur les recensements. On a vite fait de l'accuser de tous les noix d'oiseaux et de conclure en disant que c'est le podrome pour aller vers les élections et que il allait rompre les rangs de la C14. Finalement, rien n'y fit et le MCD n'est pas sorti de ces rangs-là. Donc, il faut seulement apprendre à aussi écouter les autres et à prendre en compte leur position. Merci. Voilà, selon Arakiri, les partis qui ont déposé leur candidature, mais je rappelle, comme la CENI rencontre la presse aujourd'hui, peut-être on en saura davantage sur ces listes déposées. Du côté de la coalition, c'est toujours niet à ces élections. À ce propos, le confrère Temps Nouveau écrit que la coalition des 14 oppose la rue aux urnes. La C14 oppose la rue aux urnes. Pour sa part, le confrère Le Sorbonnard écrit « Agitation puérile de la coalition des 14 partis pour paralyser les élections. Le ministre Gilbert Bahara rassure les Togolais. » Je rappelle que la force spéciale élection 2018 a rencontré les journalistes et la société civile courant la semaine. À ce niveau, le canal indépendant écrit que le ministre de la Sécurité met en garde la jeunesse togolaise qui serait tentée de 3 points de suspension. Voilà, on va terminer la page politique avec Jean-Paul Agbo et Raphaël Pandé Adja. Bon, Ré, comme ça, voilà. Pandé Adjaré. Voilà, selon Arakiri, quelques indiscrétions, ces partis qui ont déposé leur candidature. Jean-Paul, un petit commentaire sur. Enfin, on peut faire le constat quand même qu'il y a des partis qui ont déposé leur candidature en attendant d'en savoir davantage. Oui, selon les informations, il y a une dizaine de partis qui ont déposé leur candidature. Plus des indépendants. Il y a aussi des indépendants. Mais bien sûr. Il y a des puisque le code togolais permet à des indépendants de se présenter aux élections. Donc il y a des indépendants qui sont candidats aux prochaines élections. Oui, Maître Pandé Adjaré, vous faites le constat, pour moi, que des partis en dehors du NI et même des indépendants ont déposé leur dossier. Autre ingrédient qui nous emmène aux élections le 20 décembre. Oui, bon, le conseil il est là. Bon, ben, ce que moi je vais dire, c'est de voir qu'est-ce que vraiment ces élections vont donner par rapport à l'évolution sociopolitique togolaise. Le pays est en crise et les élections, nous le constatons, sont organisées d'une manière, je dirais, à pas de charge. Alors, si on participe à ces élections, bon, on vient de dire, et je trouve que c'est de l'échappatoire, que de dire que ces élections ne sont pas destinées à résoudre la crise togolaise. Ça, il faut le dire, c'est une manière de s'échapper. Alors, si on peut se complaire de survivre à des crises et que on participe à des élections sans connaître le corps électoral, j'avoue quand même que c'est triste pour notre démocratie. Merci. Heureusement, à côté de la politique, les Togolais savent faire autre chose, notamment quand nous sommes vendredi, il y a des gens qui nous invitent à aller nous oxygéner un peu. Depuis 2 semaines, nous vous en parlons. Notre collaborateur de Canal FM que vous connaissez déjà, Toto Patrick, qui nous invite à un concert demain samedi. Toto Patrick qui est à nos côtés ici. Approchez-vous d'un micro, s'il vous plaît.
Vous n'allez pas vous comporter comme un orphelin quand même. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Ça fait plusieurs semaines que vous nous informez que vous produisez un concert live demain samedi. Est-ce que vous confirmez? C'est confirmé. C'est confirmé puisque tu vois déjà les signaux. Non, nous sommes à la radio. Alors, justement, quand vous annoncez les signaux, présentez-nous ces signaux-là. J'ai mon grand frère, j'ai deux grands frères qui sont avec moi, David Taïro qui est arrivé de la Côte d'Ivoire hier nuit, et à mon papa King Mensan qui est là, qui sont aussi annoncés pour me soutenir lors de ce concert. Merci Toto Patrick, le Zouka, le crooner, l'amoureux dirait les autres, qui nous invite à un concert live demain samedi, le 24 novembre à 20h dans les locaux de l'Institut français. Et mardi, Toto Patrick annonçait ici qu'il sera accompagné sur scène par son grand frère King Mensan, qui est à nos côtés. King Mensan, rebonjour. Bonjour. Donc vous serez effectivement aux côtés de Toto Patrick demain samedi. Demain je serai là, c'est pour ça que je suis là pour confirmer demain soir à 20h. Je serai à côté de mon fils Toto Patrick. Merci. Et Toto Patrick a annoncé également que notre frère de la terre ivoirienne, David Taïro, sera là également. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé bien de Côte d'Ivoire? Oui, je suis arrivé hier soir pour soutenir Patrick, qui est un excellent chanteur de zouk. Moi-même, je suis un inconditionnel du zouk. Et toute la population, de toutes les façons, toute la population africaine, on a tous en nous un côté zouk, hein, c'est clair. On a tous aimé des chansons de zouk, des groupes de zouk, des chanteurs particuliers de zouk. Donc Patrick en fait partie. Et donc il était nécessaire que je vienne le soutenir, puisque nous avons fait une collaboration sur son dernier single. Et je pense que c'est tout à fait normal que je vienne le soutenir. David, vous voulez dire que vous avez pris votre vol à Abidjan-Lomé uniquement pour soutenir Patrick demain? Juste pour ça. Moi, j'étais même pas là. J'étais en Europe depuis 3 mois, et comme c'était déjà calé, la date était calée, donc j'ai fait un tract. Je dis, moi j'aime pas gâter mon nom, comme on dit chez nous. J'ai écourté mon séjour. Là, je suis rentré mercredi dernier, et là voilà, j'ai pris le vol hier pour venir. Vous étiez en déplacement, vous avez écourté votre séjour là où vous étiez juste. Oui, parce que je tiens toujours mes engagements. Si cette solidarité entre artistes pouvait gagner le monde politique, ce serait super. Bon, entre les deux mondes, il y a un grand fossé, donc qui est malheureusement en Afrique infranchissable. Il appartient à vous, enfin à nous un peu journalistes, et également à vous les artistes, de savoir rapprocher les bords politiques. Oui, bien sûr, parce que nous avons pratiquement, je veux dire, la communication et la musique vont de pair. Donc si la communication n'est pas là, la musique ne peut pas être publiée, c'est pas possible. Donc les gens ne peuvent pas savoir qu'il y a une musique, et donc je pense qu'on est liés. C'est deux fonctions qui sont complètement liées, qui se complètent, et je pense que nous sommes des canaux de diffusion de beaucoup de choses, de messages de paix, de messages de réconciliation, et on devrait mettre nos forces ensemble pour que les choses aillent de l'avant. Merci. Donc demain on ira voir Toto Patrick, et on verra à ses côtés le Togolais ou bien l'Africain du sol ivoirien, David Taïro. Lui il a double nationalité, donc non, parce qu'il a vécu à Abidjan. King Mensan dépasse de nationalités. Non. C'est un citoyen. À l'origine, c'est un artiste africain d'origine voilà. Comment on dit ça? Togolo ivoirien, ivoiro togolais. Rappelez quand même que King Mensan fait une partie de son initiation. Oui, au village Ki à Abidjan, auquel il a participé. Voilà. Merci. Eh bien, demain donc, nous verrons David Taïro chanter aux côtés de Toto Patrick, oui, comme King Mensan. Ouais. Et King Mensan, on vous voit demain aux côtés de Toto Patrick, mais vous nous donnez un autre rendez-vous toujours pour la fin de semaine. Oui, c'est pour le dimanche à 15h au Palais des Congrès. J'organise un concert pour les artistes décédés, les artistes chanteurs, que j'ai toujours l'habitude de dire qu'ils nous ont montré un chemin, ils nous ont donné envie de monter sur scène, mais aujourd'hui ils sont plus là.
et je me dis tout simplement que c'est leurs corps qui sont enterrés, mais la voix sont encore vivantes. Mais personnellement, je pense qu'on parle peu de ces artistes-là, et j'organise ce concert, et les artistes décédés, nous, on va interpréter maintenant leurs chansons. Ça va être chanté par la jeune génération. Il y aura un trophée pour leur famille, il y aura aussi des enveloppes pour soutenir un peu leur famille aussi. Pour moi, c'est très important parce que ces artistes ne sont plus là aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tournent le dos à ces belles voix que nous avons. Vous pensez à vos aînés, à ceux-là dont certains vous ont donné envie de chanter. Peut-être que certains même vous ont aidé à mettre le pied à l'étrier. Donc, d'où ce concert dimanche où vous, les vivants, vous allez interpréter les morceaux de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Exactement ça. Et en plus, il y aura des biographies sur tous ces artistes-là pour la jeune génération. Voir et regarder, écouter qu'il y avait des belles voix aussi avant, et on continue toujours sur le même chemin. Aujourd'hui, nous sommes en train juste de former les feuilles et les tiges, mais il ne faut pas oublier que la racine, c'est eux, il ne faut pas leur tourner le dos. Et c'est ma façon de voir les choses. Voulez-vous me donner quelques noms de ces artistes disparus que vous allez réveiller? Pas le ressusciter, ils sont déjà morts, vous allez réveiller quand même le dimanche. Déjà, je commence déjà avec Bella Bello. Bella Bello, et puis il y a Kodo Janka, et sa chanson va être interprétée par Toto Patrick, et puis il y a Brigadier Zimba aussi, quoi. Il y a Finiki, c'est Finiki. On a choisi combien? 10 Midi Lacoste. Il y a Midi Lacoste aussi, ouais. Huitassan. Wow. Merci. Eh bien, super. Oui, David Hero. Moi, c'est une super initiative. Moi, j'ai eu la même idée en Côte d'Ivoire. Malheureusement, j'ai pas été soutenu par ceux qui devaient soutenir. Mais je pense que, c'est vrai c'est une grosse plaie en Afrique. On n'a pas le devoir de mémoire de ceux qui nous ont précédés, qui nous ont montré le chemin. Et chaque fois quand il s'agit du 11 mai, tout le monde se rue pour fêter Bob Marley et tout ça. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, nos propres parents qui nous ont montré ce chemin, les gens sont réticents, voilà. Et ça, c'est une superbe initiative. Moi, j'ai pas pu faire de concert, mais par contre, je suis en train d'enregistrer un album qui s'appelle Ivoire Collector, qui regroupe tous les artistes ivoiriens disparus qui nous ont fait vibrer, et c'est la même démarche. Ces chansons seront interprétées par les générations intermédiaires et la jeune génération. Moi, je pense que il faut qu'on y aille. Après, quand ils verront, je suivais mon regard, ils suivront de toutes les façons. Donc il faut merci, je suis le regard de David Taïro. Merci à Toto Patrick, merci à King Vincent, merci à David Taïro, vous qui nous offrez ce week-end de pur oxygène de musique. On ira vous voir demain sur scène avec vos frères et amis, et puis nous irons ensemble au Palais des Congrès, c'est ça, le dimanche, pour faire revivre le temps d'un concert ces artistes-là qui nous ont précédés dans l'au-delà. Toto Patrick? Oui, merci à toi, Sas, merci à Canal FM, merci à tous ceux qui sont toujours derrière moi depuis que j'ai commencé ma musique. C'est grâce à eux je suis ce que je suis aujourd'hui, et cette soirée-là sera dédiée. Donc, je fais appel à tous mes fans, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui aiment ma musique, que ce sera une fête demain qu'il ne faut pas rater. Il faut qu'ils viennent coupler. Hein. Oui, parce que le zouk, ça se danse pas seul. J'ai toujours annoncé que les gens viennent avec leur femme et leur mari. Mais disposition. Venez en couple. Au moins pour la première fois, les célibataires ne pas rester à la maison. Vous savez, nous sommes dans un monde qui a des impératifs sécuritaires. Toto Patrick a dit que le concert va commencer à 20h. Avant d'accéder à l'Institut français, il y a des formalités. Donc, allez un peu plus tôt. 18h? Non, 19h, c'est bon. Ok. Le temps qu'on s'assure que vous ne transportez pas autre chose que vos oreilles. Allez écouter la musique. Et le concert va commencer à 20h. Merci, Zaz. Merci. Alors, Jean-Paul, quand j'écoutais King Vincent parler de ce qu'il envisage, de ce qu'il organise pour les artistes, je me rappelle que vous, le président du CONAP, à une année au JPO, vous avez organisé une soirée pour remettre sur scène ceux de nos confrères et consoeurs, journalistes qui ne sont plus à l'active. Vous les avez fait revivre de leur vivant. Effectivement, là tu me retires mon carton parce que j'avais prévu un carton justement par rapport à cela. Donc gardez votre carton. Gardez votre carton.
Eh bien, nous sommes donc à la fin de cette émission, de cette semaine également. Merci encore une fois aux artistes, Toto Patrick, David Taïro, qui est venu spécialement de Côte d'Ivoire. David, je présume que vous allez attendre pour aider également, pour être aux côtés de King Mensah également. J'aurais aimé, mais Patrick a mis mon billet dimanche à 7h du matin. Ça m'énerve parce que je voulais rester un peu Côte plus d'Ivoire est encore longtemps. ouverte, on peut encore... Non, mais le pétard, c'est que ça fait un mois qu'il envoie le billet. Et non, donc, David, si vous ratez Non, votre avion, David, Olivier Adja a le vélo de son papa, un vélo magique qui pourra vous transporter à Abidjan beaucoup plus vite que l'avion. Est-ce que lui-même il est venu coupler? Est-ce que vous êtes venu coupler? moi, je suis venu travailler. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Merci. Eh bien, King Mensah, de façon arbitraire, hein, au nom de Toto Patrick, de David Taïro, de tous les artistes que nous allons admirer sur scène, un petit mot pour clore cette émission, au nom de tous les artistes. King Mensah. Écoute, d'abord, je reviens sur le mot de Toto pour dire que le rendez-vous c'est demain. Et puis après-demain aussi, on se retrouve au Palais des Congrès. Au nom des artistes, je tiens à vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites. Et puis voilà quoi. Et merci. De finir de dire à tous nos frères et sœurs, et les politiciens, d'essayer plus de mettre de l'eau dans le vin parce que les gens commencent à souffrir énormément. C'est pas bien pour notre vie, c'est pas bien pour notre avenir. Merci, ça c'est l'artiste qui a parlé. Raphaël Pandé Adjaré, un ami toujours disponible à chaque fois que le club de la presse vous sollicite. Nous sommes au thème de ce débat, mais le problème togolais reste et demeure. Eh bien, qu'est-ce que vous avez un message pour ceux-là, pour qui David Taïro nous invite à suivre son regard? Oui, ben, j'avoue que c'est une initiative très, très appréciable. Et bon, vous savez, à des moments donnés, lorsqu'il y a trop de frasques, le stress de la journée, quand vous arrivez à la maison ou bien dans votre voiture, vous mettez un CD, vous écoutez la voix de King Mensah, la voix de David et de Patrick. Je crois quand même que ça revigore l'organisme et puis l'âme. Et je crois quand même que c'est des initiatives qu'il faut perpétuer. Je salue vraiment. Et donc, rendez-vous alors demain soir et dimanche soir. Dimanche à quelle heure, Papa Vi? Dimanche à 15h. Dimanche à 15h. Demain samedi à 20h pour Toto Patrick. Dimanche à 15h par des congrès pour Toto Patrick pour faire revivre nos artistes disparus. Jean-Paul maintient qu'on soit couplé. Et donc, Non, il faut... mais maintenant, par rapport à la couplé, situation... mais vous venez avec vos épouses, hein? Oui, mais il n'y a pas de problème. Je suis en train de vous regarder là. Tout Il fallait au concert de Il n'a pas précisé. Non, avec vos épouses. Non, Bon, moi, Raphaël, non, moi j'ai dit parce que le zouk ça se danse pas seul. Ouais. Donc maintenant si c'est bon, le zouk c'est normalement mieux avec son épouse. Je vous complète. Voilà. Oui, Raphaël Mandadjaré. Tout à fait. Maintenant, par rapport à notre situation politique, je crois que King Mensah a fait un coup de cœur, je crois, hein, et à l'endroit des politiques et des acteurs de la société civile également. qui ne nous écoutent jamais. C'est dommage qu'ils ne nous écoutent jamais, mais ils finiront un jour par nous écouter et notre voix finira par s'imposer. Amen. Oui, par la grâce de Dieu. Et donc, moi, je pense que oui, les élections, mais il faut que le Togo survive. Merci. Maintenant, carton de fin de jour, d'émission, de fin de semaine. Olivier Adja. Non, moi, mon carton sera jaune et il ira d'abord aux supporters de l'équipe des éperviers qui parfois se comportent très mal et surtout envers le capitaine parce que tout compte fait, il demeure le capitaine des éperviers, mais aussi un carton jaune aux éperviers qui nous ont fait très mal. Et la dernière fois avec les Algériens, un carton à la couleur du maillot que les éperviers ont porté dimanche dernier. Merci beaucoup. Jean-Paul, votre carton? Je vais donner un carton vert à King Mensah pour l'initiative, parce qu'il est très important de rendre hommage, de rendre honneur à nos prédécesseurs dans tous les secteurs d'activité, ceux qui nous ont inspirés, ceux qui nous ont donné envie de faire tel ou tel métier. Nous-mêmes, on l'avait fait, tu le rappelais, au Conseil national des patrons de presse, pour les pionniers de la presse. Ici même, plusieurs fois, tu as été à l'initiative d'un certain nombre de choses pour soutenir, compris financièrement,
des artistes, des anciens footballeurs et tout ça. Donc ce genre de choses, pour l'avoir vécu avec des pionniers de la presse, je sais que c'est quelque chose qui touche véritablement les anciens. Donc j'applaudis et je donne ce cadre. Merci. Eh bien, nous allons en week-end avec cette pensée de Paulo Coelho, qu'un auditeur me demande de le rappeler. Paulo Coelho, c'est un Argentin qui écrit que toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. Que chacun aille en week-end avec ça, et puis aller écouter le crooner du Zouk demain samedi, se porter aux côtés de Papa V le dimanche pour faire revivre nos artistes qui ont émerveillé nos oreilles. Merci à vous, bon week-end. Mais également, c'est la vie. Il y a certains d'entre vous qui avaient perdu qui un parent, qui un ami, qui un collègue, qui un voisin. Nous apprenons aujourd'hui même que le Premier ministre, enfin la femme du Premier ministre a perdu son frère. Donc la mort ne connaît pas du Premier ministre, du président, d'artistes chanteurs. Donc tous nos soutiens à Madame le Premier ministre, enfin, à Madame la femme du Premier ministre qui enterre son frère aujourd'hui. Il y a d'autres deuils qui nous attendent le week-end. Allons enterrer les vivants, mais revenons encore. Allons enterrer les morts, mais revenons vivants encore le lundi. Le club La Presse, en attendant que Papa V, chantons, animons le club de la presse en attendant qu'on nous conjugue aussi au passé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.